On a été rejoint par le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier. Bonsoir, monsieur le sénateur. Très intéressant de vous avoir parce que vous avez déposé au lendemain du premier tour une proposition de loi pour interdire les désistements entre les deux tours des élections législatives. On en est à 214 désistements, ce qui est capable de changer la face de l'élection. Pourquoi vous voulez les interdire, ces désistements ? Vous l'avez dit dans votre introduction, on assiste depuis 48 heures à un spectacle qui est vraiment un déni de démocratie. On a balayé les programmes, on a balayé les mesures, on ne débat plus sur le fond, mais on a une combinaison d'appareils politiques qui se font dans les arrière-cuisines parisiennes et on va déterminer en fait le rapport de force dans 577 circonscriptions. Je pense que les Français sont las de tout ça. On a l'impression d'avoir de la politique des années 70-80, là où les partis était relativement fort, où il y avait une idéologie dans chaque parti. Or, aujourd'hui, il y a un affaiblissement des partis politiques. On avait tous été très satisfaits du regain de participation, regain historique au premier tour. Depuis 1981. J'ai bien peur qu'avec ces 214 désistements, on assiste au retour d'un niveau d'abstention très élevé, parce que les Français n'y croient plus, et nous sanctionnerons dans les mois voire les années à venir. C'est-à-dire qu'ils seront dégoûtés de ces manœuvres que vous décrivez, oui. Ils se disent, voilà, on... C'est normal. Enfin, et puis, quelqu'un qui est qualifié pour le second tour, il faut se rappeler pourquoi. Parce qu'effectivement, il y a un taux de participation élevé, il a fait 12,5% des inscrits, et c'est une nouvelle élection qui commence, et on ne peut pas dire c'est perdu d'avance. Il y a eu des candidats éliminés. Donc l'idée est toute simple, c'est non pas d'interdire, mais c'est de dire il n'y aura pas d'inscription pour le second tour, puisque ça ne change rien entre le premier et le second tour. Voilà. Vous êtes reconduit automatiquement si vous avez... automatiquement. Très bien, ouais. Et je pense que c'est un honneur de se battre jusqu'au bout. J'entendais parler tout à l'heure de forfait. Effectivement, c'est un forfait en disant vous avez voté pour moi, merci beaucoup, mais tout compte fait, je n'irai pas au second tour. C'est un peu comme si on enlevait dans des équipes de foot, entre la mi-temps, des joueurs d'une équipe pour être sûr que l'autre l'emporte. C'est ça. Et ça, c'est quand même assez nauséabond en démocratie. Il y avait une crise de défiance. Derrière ce que cherche la majorité, c'est clairement le chaos institutionnel pour faire en sorte d'avoir un gouvernement dit technique avec une majorité plurielle qui ne veut absolument rien dire. On ne parle même pas du programme de coalition. Qu'est-ce que pourrait être un programme de coalition entre les LR et la France insoumise? Et les communistes. Et les communistes. Plus sûrement les communistes. D'accord sur rien. Pire encore, la France insoumise, oui, apologie du terrorisme, mais ils sont pour le changement de République. C'est la disparition de la Ve République. Ils sont contre nos institutions. C'est quand même une alliance de la honte. Alors, juste on écoute les Français à propos de cette interdiction des désistements. Est-ce qu'ils sont favorables à cette interdiction? Leur réponse, et on continue. À partir du moment où c'est une personne qui se retire volontairement et qui demande volontairement à ses électeurs de voter pour quelqu'un d'autre, au final, le choix revient aux électeurs. Pour la démocratie, ça peut être quand même important. Et en même temps, ça peut ressembler à des petits arrangements entre amis. Donc il y a les deux en même temps. Pour moi, c'est pas antidémocratique. Ils peuvent toujours demander, éventuellement proposer cette solution. Mais ensuite, laissons les électeurs se débrouiller. Non, il ne faut pas l'interdire. On passe notre vie à entendre qu'on nous interdit tout en ce moment, de plus en plus. Non, je pense qu'il ne faut pas l'interdire. Magouiller, on est en plein dedans. Donc magouille pour magouille, que le meilleur gagne. Ok, voilà, vous entendez, monsieur le sénateur? Donc, les Français sont à bout, quand même. Oui, ils sont à bout. Et là où je vous rejoins, monsieur le sénateur, c'est de dire que la colère, elle rebondira autrement. Malheureusement, de façon plus violente, plus désordonnée. Mais ce qu'on peut craindre quand même, c'est cette forme d'instabilité institutionnelle qui va arriver dès le 8 juillet, même si Emmanuel Macron est déjà à pied d'œuvre pour essayer de composer un gouvernement qui réunirait des LFI avec... Il paraît qu'il a déjà des noms de Premier ministre en tête. Hein. Très bien, mais est-ce que le respect de la démocratie, c'est de pas d'écouter aussi ce qu'on va dire les Français? Écoutez le message. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit dimanche dernier, les Français, monsieur le sénateur? Ils ont été très clairs, les Français. C'est d'abord l'effondrement du bloc central, et comme l'effondrement du bloc central, Emmanuel Macron l'a constaté aussi. Oui. Eh bien, on élargit sur l'aile gauche pour dire, ben voilà, mon nouveau bloc de gouvernement. La France est à droite, donc je vous mets un gouvernement de gauche, c'est ça l'idée? Oui, mais vous savez, il faut combattre, si on doit combattre les partis politiques sur leur
idées, sur leurs propositions. Pourquoi on en est là ? Ça fait 40 ans que la gauche et la droite n'ont fait aucune réforme de structure pour le pays. Voilà la vérité. Alors on peut après aller chercher les causes chez Nicolas Sarkozy, chez François Hollande, mais peu importe, les Français sont las et veulent une rupture claire, nette. Et je dirais même, c'est un peu le retour aussi du clivage gauche-droite par les extrêmes. C'est cela, c'est-à-dire il y a deux projets de société qui s'affrontent à travers les extrêmes. Et je pense que ça, on l'a perçu dès le premier tour des législatives. Louis Dragnel. En ce moment même, monsieur le sénateur, il y a votre président, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est reçu à l'Élysée. Par Emmanuel Macron, Par non ? Emmanuel Macron. Beaucoup d'observateurs se posent la question pourquoi. Alors je lis simplement le message de Gérard Larcher sur les réseaux sociaux et ils se sont obligés un peu de se justifier de se rendre à ce rendez-vous à l'Élysée. Il dit « Je m'y rends pour évoquer avec Emmanuel Macron les conséquences de cette dissolution brutale et le fonctionnement des institutions pour l'avenir. Pour éviter toute interprétation, j'ai accepté cette invitation comme président du Sénat, non comme responsable politique. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Comme deuxième personnage de l'État, garant aussi de la stabilité des institutions, mais en aucun cas comme chef de parti ou comme leader désigné par les LR pour essayer de combiner une quelconque coalition. Et quelle est la position aujourd'hui ? Qu'est-ce que dit le président du groupe LR au Sénat au président de la République, puisque vous êtes dans son groupe ? Écoutez, pour l'instant, on ne l'a pas évoqué. On verra au lendemain ou à la rigueur à 20h dimanche la position des Républicains. En tout cas, notre ligne a été très claire et c'est la seule. C'est libre, autonome et indépendant, pas de consigne de vote. Parce que ce qu'on a oublié de souligner, c'est qu'il y a plus de 75% quand même des Français qui n'obéissent plus à ces consignes de vote. C'est suranné. Oui, évidemment. C'est totalement inconcevable d'imaginer encore influencer les Français, les infantiliser en disant, vous savez, il faut voter pour monsieur Untel, il est beaucoup mieux, beaucoup plus préférable. On va juste écouter maintenant Marine Le Pen, qui, elle, ce matin, a estimé qu'Emmanuel Macron était en train de fomenter un coup d'État administratif par le biais d'un certain nombre de nominations, notamment préfectorales. On va en débattre dans un instant. On va juste écouter les mots qu'elle a employés ce matin. Quand je lis, encore une fois, qu'il existe des rumeurs comme quoi le président de la République envisagerait demain, c'est-à-dire à 4 jours du second tour, de nommer le directeur général de la police nationale alors qu'il devait rester jusqu'à la fin des JO et le directeur de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire et des dizaines de préfets et toute une série de gens dont l'objectif serait de bloquer, d'empêcher en réalité Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite. Je me dis que c'est une forme de coup d'État administratif. Quand vous voulez contrer le vote des électeurs, le résultat des élections, en nommant des gens à vous, pour qu'ils vous empêchent à l'intérieur de l'État de pouvoir mener la politique que les Français veulent, je suis désolé, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un coup d'État administratif. Voilà pour Marine Le Pen, Louis Dragnel. Ce qu'elle conteste, c'est la nomination d'un certain nombre de peut-être préfets, de dirigeants de la haute fonction publique. Voilà, en fait, chaque semaine en Conseil des ministres, le président de la République a la possibilité de nommer des ambassadeurs, des préfets, des personnes à la Cour des comptes, au Conseil d'État. Donc ça, c'est le pouvoir du président de la République. Et à chaque fois, ça se fait sur proposition. Je vais prendre l'exemple dont on parle, la question des préfets, ça se fait sur proposition du ministre de l'Intérieur. Ce qui est reproché à Emmanuel Macron, c'est pas tant d'organiser un mouvement comme il y en a quasiment à chaque été, juin, juillet, notamment pour les militaires, parce que c'est plus simple pour l'organisation de la vie, de déménager pendant l'été. Donc il y a des mouvements plutôt classiques qui sont... Et là, c'est pas classique ? Alors il y a une partie des préfets qui vont bouger. Moi, j'ai regardé la liste de noms, c'est des gens qui de toute façon auraient dû bouger. Ça fait 3-4 ans qu'ils sont en poste, ils auraient dû bouger. Mais ce qui pose problème, et ce que pointe du doigt Marine Le Pen, c'est la nomination de préfets qui ont vraiment une dimension politique, c'est-à-dire qu'ils ont une proximité avec le chef de l'État, parce que ce sont des gens qui, par le passé, sont engagés politiquement, et même certains d'entre eux sont encore candidats aux élections législatives ou sont suppléants. Okay. Ce que soupçonne Marine Le Pen, c'est qu'Emmanuel Macron cherche à contraindre, à empêcher Jordan Bardella de mettre en place la politique pour laquelle il aurait été élu si Jordan Bardella était nommé Premier ministre, avait la majorité absolue. Et donc c'est ça qui est gênant. Et de fait, ça donne l'impression en fait qu'Emmanuel Macron ne reconnaît pas sa défaite électorale et qu'il cherche à conserver le pouvoir en dépit de sa défaite électorale. Michel Auboin, c'est une hérésie, un préfet qui fait de la politique ?
Ce qui est sûr, c'est que depuis Napoléon III, les préfets font plus les élections et ils sont plus autorité sur les maires. Donc il ne faut pas non plus surestimer le pouvoir des préfets dans les départements. Je parle à un sénateur, il voit de quoi je parle. Donc, et puis, pour l'essentiel, quand même, les préfets sont des hauts fonctionnaires comme tout le monde, et les directeurs généraux de la police et les directeurs généraux de la gendarmerie encore plus. C'est-à-dire que dans leur carrière, ils ont vécu sous divers régimes et ils vivront encore sous d'autres régimes. Et je pense que la structure administrative qui est derrière, de toute façon, les empêcherait d'en sortir. Bon, Stéphane Le Rudulier, sur ces nominations oui, il y a une forme de précipitation ou de panique. Il est clair qu'il aurait mieux valu respecter la respiration démocratique avant de faire des nominations, surtout si elles n'étaient pas anticipées, prévues en tant que telles. Maintenant, je ne pense pas que ça va avoir un effet sur l'organe administratif. Donc pas de coup d'État pour vous. Oui. Non, je pense que ça, c'est un peu exagéré. Mais ça montre la panique quand même. Oui. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous avez peur. Vous avez peur de perdre le pouvoir et il y a une forme de refus de se soumettre aussi au verdict des urnes. Moi, c'est ça qui me gêne. Et en fait, si vous voulez, ça s'illustre de deux manières. Vous avez d'un côté une volonté politique de faire des accords totalement contre nature au nom de l'Union nationale, où vous vous dites que vous allez faire un gouvernement du Parti communiste aux Républicains pour proposer un nouveau projet aux Français. Vous faites ça après avoir dit que vous redonniez la parole aux Français pour pouvoir les écouter. Alors clarifier le débat. Vous faites tout le contraire. Et parallèlement à cette espèce de magouille électorale dont parlent d'ailleurs les Français qui ont été interrogés par CNews et Europe 1, parallèlement à ça, vous essayez de mettre en place un circuit parallèle au sein de l'État pour conserver le pouvoir et pour servir même de contre-système à la politique qui devrait être conduite par un nouveau gouvernement, éventuellement RN. S'il était choisi par les Français. C'est que quand vous regardez un préfet, quelle est sa mission? Je parle sous votre contrôle, monsieur le préfet, mais vous êtes le représentant de l'État et du gouvernement. Vous n'êtes pas le représentant du président de la République. Et donc vous êtes en charge d'appliquer la politique du gouvernement dans tous ces domaines. La police, le social, le développement économique, l'aménagement du territoire, le logement. Vous êtes une sorte de Premier ministre local. Et c'est ça qui est extrêmement gênant et c'est ça qui peut poser problème. Alors moi je pense que compte tenu de tout ce qu'on se raconte et du fait que ça émeut la classe politique, pas simplement le Rassemblement national, il y a beaucoup de gens à gauche qui sont heurtés par ça. C'est pas certain qu'Emmanuel Macron arrive à tout faire. Au Conseil des ministres appuie sur le bouton. Parce qu'il vous a écouté, Louis Danragnel. Non, j'en sais rien. Alexandre Devecchio. On a vu la capacité d'Emmanuel Macron à appuyer sur le bouton, donc je serais moins optimiste. C'est une possibilité. On ne peut pas exclure. Je suis moins optimiste que vous. Non, mais c'est traduit un vrai problème avec la démocratie d'un certain centrisme autoritaire qui. Je pense qu'Emmanuel Macron et son camp ont l'impression qu'ils ont le monopole de la raison en réalité. Et au nom de la raison, ils s'assoient sur la démocratie. En fait, depuis le début, ils pensent que les Français ont mal voté. Donc ils ont mal voté aux européennes. Ils leur laissent une nouvelle chance de se rattraper. Les Français, non, ils ne changent pas de diagnostic. Ils revotent. Et là, effectivement, troisième étape, on va mettre en place une forme de verrouillage administratif et peut-être aussi juridique. Moi, je pense que c'est une vraie question. Dans la cohabitation, il va falloir cohabiter avec Emmanuel Macron, mais aussi avec Laurent Fabius, avec une forme de gouvernement des juges qui s'est quand même arrogé un pouvoir qu'il n'aurait pas dû s'arroger. Que le politique lui a laissé s'arroger. Les juges devraient être la bouche de la loi et en réalité, ils n'ont pas de légitimité le politique. Le monopole de la raison. Exactement. Qui a le monopole du cœur? Ça, c'est la vraie question. Je ne sais pas, mais en tout cas, la démocratie est bien malmenée, ne serait-ce que on a été privé généralement après une élection. Il y a quand même un moment pour se poser, pour faire l'analyse. On ne l'a pas eu après les européennes. Là, on ne l'a pas eu entre les deux tours. J'espère qu'on l'aura après le 18h31, l'heure du rappel des titres.